de la mission ministérielle chargée du pilotage de la réforme du deuxième cycle. Pascal Roblot est-il présent? Allô? Non, pas Pascal Roblot. Oui. D'accord. Donc, à nouveau, je vais désactiver les micros des uns et des autres pour qu'il n'y ait pas d'interférence là dans l'enregistrement. On va peut-être pas tous se présenter parce que vous êtes actuellement 41 à participer à cette visioconférence. Je répète, avec les référents enseignants et les référents étudiants des UFR de médecine, de santé qui nous ont rejoints. La façon dont nous avons imaginé cette première séance est de vous faire une présentation de la réforme actuellement parvenue au 16 février 2021 et surtout de vous laisser un espace de questions-réponses pour qu'on vous donne ensuite les prochaines dates de réunion qui vont être fixées dès aujourd'hui et le calendrier des prochaines échéances. Marc, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Je vais donc partager mon écran. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Ok, très bien. Mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu à l'invitation de Nanou Femmes et de l'ensemble de la mission, que j'ai l'honneur de présenter pour vous le résultat de leur travail tel qu'il peut être acté, comme le disait le doyen Femme, à la date d'aujourd'hui, avec ce qui est à peu près solidifié en termes de texte. Je remercie Nanou, Pascal Roblot, Sébastien Villard et Yanis Merad de leur travail. Donc, ma présentation va au début s'axer sur un élément de compréhension générale pour que la logique puisse apparaître à tout le monde. Il y a un certain nombre d'éléments que vous connaissez déjà, qui vont être une redite. D'autres, l'enregistrement et le diaporama seraient évidemment à votre disposition pour que vous puissiez les lire à tête reposée, de telle sorte que ensuite nous puissions bien répondre aux différentes questions qui vont se poser. À un moment donné, je donnerai la parole à Jean-Charles Couture de l'UNES, qui est chargé de mission pour cette R2C, pour commenter les diapositives qui relèvent de l'organisation du site CIDES de l'UNES. Nous allons passer sur les éléments progressifs qui sont ceux de l'approche par compétences qui fondent sur le plan conceptuel cette réforme, c'est-à-dire une approche centrée sur l'étudiant, sur l'apprentissage et pouvoir permettre qu'à la fin de cette deuxième cycle, les étudiants n'aient pas, pour certains d'entre eux, ou plutôt aient les bases nécessaires pour un raisonnement logique à l'issue de ce deuxième cycle, de façon à ce que le premier jour de la phase socle, eh bien, il puisse être opérationnel dans les différents services dans lesquels ils vont être affectés. Cette approche par compétence, si on la décline, elle a été cadrée très clairement par le groupe pédagogie de la conférence des doyens en 7 compétences génériques, ce qui ressemble au CADMEN, c'est 26 sous-compétences qui vont être, vous allez le voir, un peu le fil rouge final de cette formation. Cette approche par compétences et ces 7 compétences, les voici, vous les connaissez, elles font partie de la littérature depuis très longtemps et on va essayer de relier l'ensemble de l'apprentissage à cet état de fait qui est une compétence et qui est du reste un état de fait variable, évolutif au fur et à mesure de sa carrière. Alors pour ce faire, nous avons un certain nombre de stratégies à développer pour nos étudiants et que nous vous proposons de mettre en œuvre et évidemment chaque UFR dans son contexte local et a une liberté très importante et auquel nous tenons beaucoup de mettre en place et d'installer un certain nombre de solutions pédagogiques dont nous allons vous suggérer certaines, mais qui évidemment ne sont ni coercitives ni limitées à ce que nous proposons aujourd'hui. Alors, nous avons besoin de photographier la compétence de nos étudiants. Et le premier temps, c'est de leur apprendre à raisonner de façon à ce qu'ils puissent résoudre des problèmes professionnels, ce qu'on a appelé les situations professionnelles de départ. Et pour ce faire, nous devons aider nos étudiants de 3 manières. D'abord en hiérarchisant et en réduisant
les connaissances, c'est en route. Le travail considérable de Nanou Femmes avec la conférence pédagogique, de la conférence des doyens, mais aussi le travail et la diplomatie de Luc Mouton, que je voudrais saluer aujourd'hui, font vraiment avancer cette réduction des connaissances de façon à ce qu'elles soient contextualisées et immédiatement utilisables. Et puis enfin, nous devons définir des attendus d'apprentissage, c'est-à-dire la cible, ce à quoi l'étudiant est attendu à la fin de son parcours lorsqu'il devra démontrer qu'il est capable de raisonner et d'utiliser ses connaissances. Donc, le temps 1, apprendre nos étudiants à raisonner et les aider à progressivement raisonner de cette manière-là. Et le troisième temps, et le temps toujours dans la photographie des compétences, c'est d'évaluer ces étudiants en train de raisonner, pendant qu'ils résolvent les problèmes professionnels, et on l'évalue de manière imparfaite, mais quand même assez bien documentée dans la littérature, en mesurant leur performance lors des stations d'Écosse. Voilà la logique qui fonde, vous allez voir, un certain nombre des solutions que nous vous proposons. Et donc, évaluer des performances, c'est décrire des situations de départ et des attendus d'apprentissage. Ces situations professionnelles de départ ont donné lieu à une publication officielle le 2 septembre 2020 et elles forment ainsi une liste qui n'est pas exhaustive mais qui est un début qui permet à l'ensemble des facultés et des étudiants de se saisir de situations, prétextes à un début de raisonnement avec un certain nombre d'objectifs qui y sont associés. Et donc, il y a donc dans l'arrêté du 2 septembre 2020 ces situations de départ qui sont regroupées en 5 grandes familles, c'est-à-dire symptômes et signes cliniques. La deuxième famille, c'est les données paracliniques. Troisième famille, prise en charge aiguë et chronique. Quatrième famille, la prévention. Et cinquième famille, des situations diverses. C'était un petit peu un fourre-tout que nous n'avons pas réussi à mettre ensemble dans les 4 autres familles. Il faut que vous sachiez que ces familles de situations professionnelles ont été élaborées autour de Damien Roux et l'Université de Paris, en étant très inspirés par 2 documents suisses, le document 2017 Profiles et celui qui lui a précédé, le SCLO de 2013, qui ont été pour nous très structurantes pour initier cette modalité d'apprentissage. C'est quelque chose finalement d'assez banal, mais qui nous a beaucoup aidé dans la construction de ces propositions de formation. Donc 5 familles. À ce jour, j'ai eu Alexis Régent hier soir, autour de l'Université de Paris et la CNCEM. Je voudrais mettre en avant le travail remarquable de Natacha Katlouv, Alexis Régent et Damien Roux, qui coordonnent le groupe de travail entre l'Université de Paris et les référents des collèges qui ont été choisis par les différents collèges pour être à l'écriture de ce que vous allez voir tout à l'heure, c'est-à-dire les situations professionnelles de départ et leur déclinaison. À ce jour, 63 sont écrites et je pense qu'on devrait tenir logiquement le cap pour la fin de ce printemps, de telle sorte que les fiches qui sont écrites nationalement, proposées par les collèges, puissent être mises à disposition des différentes facultés. Rien n'empêche les enseignants de chacune des facultés de se saisir d'une situation de départ telle qu'elle a été publiée et d'en construire leurs propres attendus. Alors, à quoi ressemble une situation de départ telle qu'elle sera publiée? Voilà, c'est assez fourni, mais je voudrais vous le désarticuler. J'ai pris une situation de départ 199, celle de la créatinine augmentée. Elle est dans le deuxième domaine, c'est-à-dire données paracliniques. Vous voyez que dans cette situation de départ, il y a des connaissances contextualisées. Et c'est là tout l'intérêt de la formule ou de la plateforme LISA, qui va associer, par simple association textuelle, d'une situation de départ, créatinine augmentée, et puis les items de connaissances qui doivent être apprises en préalable et maîtrisées par l'étudiant, et on va retrouver élévation de la créatinémie, c'est l'item 258, insuffisance rénale aiguë, anurie, 347, rétention aiguë d'urine, 348, 47. Vous voyez que là, il y a toute une série de renvois à une connaissance préalable que l'étudiant doit maîtriser s'il veut commencer à pouvoir être appris et qu'on l'écoutera raisonner sur comment il évalue le degré d'urgence de la prise en charge dans cet attendu
relatifs à la famille donnée paraclinique. Et vous voyez que nous avons classé ces attendus d'apprentissage dans la famille, c'est-à-dire générique à l'ensemble de la famille donnée paraclinique, et puis certaines spécifiques de la situation abordée, en l'occurrence créatinine augmentée, qui porte le numéro 199. Et par exemple, un des attendus proposés, c'est diagnostiquer et prendre en charge de manière adéquate une insuffisance rénale aiguë d'allure fonctionnelle ou obstructive. Donc ça, c'est la première étape de la situation de départ, c'est bien nous mettre d'accord sur les items contextualisés qui sont nécessaires pour pouvoir ensuite démontrer, que l'étudiant puisse démontrer sa maîtrise, sa performance à résoudre le petit problème qui est prescrire de manière raisonnée des explorations adaptées en lien avec la créatinine augmentée. Bien sûr, ces attendus d'apprentissage vont être libellés pour chacune des situations professionnelles de départ dans la famille ou spécifique de la situation. Ceci va être progressivement proposé à l'ensemble des facultés. Alors, dans cet attendu complet, la liste des attendus, vous voyez qu'on y a renvoyé chaque attendu d'apprentissage à un des grands domaines, c'est les familles d'attendus d'apprentissage, et nous en avons classé, vous verrez, 11, soit urgence, soit relatif à un apprentissage et la démonstration que l'étudiant maîtrise l'entretien ou l'interrogatoire, ou la stratégie pertinente des examens au cours du parcours du patient, communication interprofessionnelle. On les a donc classés en grands domaines, et ceci vous renvoie à la photographie instantanée d'une compétence, telle qu'elle a été décrite par la conférence des doyens. Eh bien, là, on va challenger, on va avoir une photographie de la compétence de l'étudiant dans son domaine de clinicien ou dans son domaine de communicateur ou de coopérateur interprofessionnel. Donc, on a là la photographie de ce qui va être le cœur de l'offre du deuxième cycle, c'est-à-dire les situations professionnelles de départ et les attendus d'apprentissage qui vont avec. Alors, l'ensemble de ces situations de départ, ces 356 situations de départ, vont permettre d'initier à la fois la formation des étudiants et à chaque attendu d'apprentissage, eh bien, nous aurons des connaissances qui y sont associées. Et c'est là où vient la pertinence de la hiérarchisation et de la réduction des connaissances. Ce sont les rangs A et les rangs B, en sachant que nous aurons à borner ces connaissances pour pouvoir permettre à l'étudiant d'apprendre ce dont il a besoin pour raisonner et résoudre le problème qui lui est posé par la créatinine augmentée. Et ceci est un élément vraiment important de lien entre les attendus d'apprentissage qui alimentent les situations de départ, et puis nous allons voir les situations d'évaluation qui sont les épreuves d'Écosse. Et donc, ce bornage est véritablement l'enjeu facultaire. C'est-à-dire que les collèges vont proposer des référentiels de connaissances qui sont posés sur la table, qui vont être publiés et qui vont servir de fond. Mais le travail facultaire va être un travail de clarification, de hiérarchisation de ces connaissances que l'étudiant va devoir acquérir, de façon à les aider à être performants et donc à connaître et à maîtriser des connaissances qui vont être liées aux différents contextes des situations de départ. Et ce travail de bornage, ce travail hautement pédagogique est du ressort des facultés et de leurs équipes pédagogiques. Et que par conséquent, ils devront utiliser, et ça ce sont les étudiants qui le feront surtout, mais vous évidemment en tant que référent dans les facs, ce lien qui va être permis par la plateforme LISA entre connaissances contextualisées d'un côté, attendus d'apprentissage et situations de départ, c'est ce qui fait vraiment la puissance de cette plateforme, de façon à ce qu'il y ait des renvois dans les fiches LISA aux situations de départ, et le contraire, vous l'avez vu, des situations de départ renvoyant à des liens de connaissances contextualisés à maîtriser par l'étudiant. Et ce travail de bornage, ce travail de hiérarchie, de priorisation d'un certain nombre de connaissances est le travail qui va permettre de mettre en valeur les équipes pédagogiques des facultés de façon bien plus importante qu'elles ne le sont aujourd'hui sollicitées. Donc, chaque attendu d'apprentissage va servir de base à la création d'un scénario de station d'Écosse
Et c'est comme ça qu'on va pouvoir décliner un certain nombre de stations en référence à des situations professionnelles de départ et tester la performance des étudiants à résoudre le petit problème en 7-8 minutes d'une station d'Écosse. À partir de ce moment-là, les Écosses vont pouvoir évaluer la performance d'un étudiant à résoudre le problème qui est posé par l'attendu d'apprentissage. Et je vais vous redonner les 11 domaines qui vont être évalués par les Écosses nationales à la fin de 2024. En effet, quand on regroupe toutes les attendus d'apprentissage qui vont être générés par les situations professionnelles de départ, en fait, on va les regrouper en ce que nous avons appelé des grands domaines, c'est-à-dire l'urgence, la procédure, l'éducation, prévention, l'annonce, l'iconographie, synthèse d'examen paraclinique, stratégie diagnostique, communication interprofessionnelle, stratégie pertinente de la prise en charge, examen clinique ou entretien anamnèse. Et donc, là, ça va être finalement des grands domaines. Et vous savez que l'examen final des Écosses nationales devrait regrouper 10 stations et que, eh bien, on piochera dans ces 11 domaines les 10 stations, les stations. Il y aura donc un domaine par station. Chaque station, chaque finalement grand domaine sera illustré par un certain nombre de scénarios qui vont être travaillés par le conseil scientifique et mis à disposition des facultés pour l'examen national. Donc, nous en sommes à ces stations d'Écosse qui évaluent la performance des étudiants selon les 11 domaines. Et puis, dans les facs, eh bien, les Écosses, on en dira un mot tout à l'heure, vont, qu'elles soient évaluatives ou surtout formatives, eh bien, elles vont pouvoir être saisies par les équipes facultaires pour faire des Écosses formatives dans lesquelles le débriefing qui est inhérent à la création des stations d'Écosse, eh bien, le débriefing va pouvoir s'accomplir par les équipes facultaires pour pouvoir juger de la pertinence du raisonnement, mais aussi ces Écosses qui pourraient être également montées au cours des stages et servir d'évaluation finale des stages hospitaliers, c'est une autre option qui est possible, vont pouvoir être des occasions qui permettront aux équipes enseignants d'évaluer d'abord les connaissances en contexte d'étudiants, la performance et résoudre le problème, et également à juger de la qualité de son raisonnement, ce qui est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, les Écosses, il faut les voir en termes d'occasion facultaire, une occasion en or de ramener nos étudiants au contact des équipes facultaires et de faire en sorte qu'on puisse les accompagner dans leur habileté progressive au cours du cycle à résoudre les problèmes. Et on a ainsi bouclé notre photographie du savoir agir complexe et évolutif que constitue l'approche par compétence. Alors voilà la partie finalement conceptuelle de cette réforme, de façon à ce que nous puissions aborder les points suivants auxquels je vais renvoyer. Donc trois éléments particuliers qui vont fonder le trépied de l'accession au troisième cycle, l'évaluation et les connaissances contextualisées, l'évaluation de la compétence par les Écosses et l'évaluation du parcours. Je donnerai la parole à Sébastien Villard pour la partie parcours et pour les éléments de matching. Vous avez compris que ce fondement sur les situations professionnelles de départ pourrait être une manière astucieuse de renouveler notre offre pédagogique et de conduire l'étudiant dans des stratégies d'apprentissage de ses connaissances au contexte. Et ces connaissances dans le contexte des situations de départ vont devoir finalement mobiliser chacun autour du tableur de hiérarchisation qui est disponible sur le site de l'UNES, un suivi scrupuleux du programme. Ça, c'est vraiment un point relativement important auquel moi j'ai engagé le conseil scientifique à ce suivi scrupuleux de ce programme de façon à rester dans ce qui est annoncé auprès des étudiants. Et puis, une docimologie qui est maintenant adaptée à l'évaluation de ces connaissances en contexte. Et donc, tout ce dont nous avons parlé, je vous ai remis l'adresse électronique du site de la conférence des doyens sur lequel je vous invite à retourner sur ce que nous avions fait au mois d'octobre lors du séminaire de docimologie et à vous refamiliariser l'ensemble des équipes pédagogiques sur les différentes briques élémentaires de cette docimologie adaptée, les questions aux meilleures réponses, les crocs, les zones, les
les KFP, même s'ils ne sont pas encore disponibles aujourd'hui sur la plateforme CIDES classique, vous pouvez très simplement enchaîner une série de crocs qui sont liés à un point clé de difficulté pour les étudiants. Les TCS sont disponibles, les mini-DP également. Je vous rappelle que les QCM n'ont plus besoin d'avoir 5 propositions. Et puis une LCA, ça fera l'objet d'une communication ultérieure sur les évolutions que nous allons proposer dans le cadre de la LCA. Ce ne sera pas une révolution, mais on a des améliorations à proposer à la communauté et aux étudiants sur les LCA. Tout ceci tournant autour d'une stratégie d'apprentissage par l'étudiant au raisonnement clinique. Donc, l'offre pédagogique logique par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure devrait tourner autour des situations professionnelles de départ. Ces temps logiques va donc nécessiter des temps de formation au raisonnement clinique de nos formateurs, et là je vous invite à aller retourner au MOOC sur lequel nous avons déjà beaucoup communiqué, le MOOC qui est sur Coursera et qui permet par son chapitrage de se saisir de certains chapitres et d'en faire in extenso des formations de formateurs, mais également de partager cette modalité avec les étudiants, toujours basée sur le MOOC, et ça peut se faire par la faculté, c'est-à-dire par les équipes pédagogiques, mais ça peut se faire également en stage lors de petits groupes, ceci selon l'inventivité et la disponibilité de chacune des équipes pédagogiques. Donc cette offre pédagogique centrée sur les situations professionnelles de départ est la logique de ce que nous, de la réforme du second cycle telle que je viens de vous la proposer. Donc, ceci nécessite un calendrier annuel sur les situations professionnelles de départ qui vont être enseignées en grands groupes, en groupes plus restreints. Tout ceci dépendra de vos solutions et de la disponibilité des équipes. Vous avez compris que pour pouvoir apprendre à raisonner, il faut que l'étudiant maîtrise ses connaissances et que la maîtrise des connaissances pourrait être aussi un moyen de vérifier à la faveur de pré-tests la maîtrise plutôt accomplie, plutôt imparfaite ou plutôt très insuffisante des étudiants dans l'exercice qui consiste à raisonner à l'occasion d'une situation de départ ou d'une scénette introduite par un apprentissage au raisonnement clinique. Je voudrais aussi faire passer le message qu'avec les nouvelles briques de docimologie, et le conseil scientifique va s'en saisir de manière pleine dès qu'il aura terminé la confection des anciens ECN, c'est qu'un étudiant va performer aux EDN aussi à travers ce qu'il apprend en stage. Et à partir du moment où il aura compris qu'aux EDN, aller en stage va lui être profitable, eh bien l'intérêt pour les stages et l'accompagnement au cours des stages va prendre un relief particulièrement différent de ce qui se fait aujourd'hui, parce que sa réussite aux EDN dépendra aussi de ce qu'il fait en stage et de ce qu'il aura appris en stage. Et lorsque nous arriverons à lier dans l'esprit de tous la performance aux EDN, qui ne sont pas les ECN classiques, mais qui seront véritablement des évaluations de connaissances en contexte et des habilités à résoudre des problèmes, quand ils auront compris que c'est à la fac et en stage qu'ils auront appris à faire ça, eh bien les étudiants changeront leur stratégie en direction avec cette nouvelle stratégie d'assiduité aux enseignements facultaires et aux enseignements en stage. Actuellement, cette offre de formation va se décliner en évaluation facultaire. Ce qui va sortir dans les textes, c'est que le certificat de compétences cliniques va être en réalité splitté sur les 3 années du second cycle avec 5 stations annuelles au cours du déphasme, avec un poids qui devrait être celui-là, c'est-à-dire un poids des 5 premières stations de 4e année, de phasme 1, qui ne pèsera que de 20%, et vous voyez que c'est croissant. Au cours de la 6e année, cette note des écosses facultaires de 6e année va prendre un poids important dans la validation finale du CCC, qui restera un élément de validation du second cycle. Donc la formation aux écosses est maintenant relativement bien structurée. Olivier Palombi, Jean-Charles Couture vous parlera tout à l'heure de l'offre qui est en train de se mettre en place sur CIDES, UNES, sur lequel nous travaillons déjà depuis 2 mois et sur lequel vous pourrez trouver la bibliographie, les différents temps pour pouvoir organiser et former à la fois vos équipes et les patients standardisés. Je vous rappelle, je vous ai remis
la remarquable conférence qui a été faite en décembre relative aux Écosses. Et là, vous avez toute une série d'équipes qui ont de l'expérience et qui sont venues exposer au cours de cette conférence les attendus avec le préalable de Thierry Pélassia sur la partie plutôt théorique. La formation aux Écosses est aussi disponible sur le site de la Sofrasim, c'est la Société française de simulation. Un premier webinaire dont voici les coordonnées. Un second, je vous donne rendez-vous, qui va être autour duquel les équipes de la conférence des doyens ou de certaines facultés vont pouvoir intervenir. C'est le 15 mars de 18h30 à 20h. C'est le deuxième séminaire qui va être organisé par la Sofrasim sur la formation aux Écosses. Et je remercie Dan Benamou et Louis Sibert à Rouen d'avoir organisé ces deux webinaires. Le premier était plutôt basique, le deuxième va être un peu plus approfondi et vous pourrez ainsi y assister. Donc, vous voyez que l'offre de formation à la partie évaluation est actuellement, naissante et sera progressivement mise en place au cours du printemps. Alors, l'organisation générale de la plateforme commune de CIDES-UNES, c'est l'occasion pour moi de donner la parole à Jean-Charles Couture, j'espère qu'il est là, de façon à ce qu'il puisse commenter et je passerai les diapositives à sa commande. Jean-Charles, est-ce que tu es là? Oui, je suis bien là. Bonjour Marc Braun, bonjour à tous. Voilà, je te donne la parole sur les diapositives relatives à ce que tu m'as envoyé. Donc effectivement, moi je vais vous présenter, donc je suis chargé, nouvellement arrivé à l'UNES, donc mi-janvier, je suis chargé de la coordination de la R2C donc, au sein de l'UNES. Et donc, je vais vous présenter donc l'évolution des outils donc, de l'UNES qui vont venir en appui de cette réforme. Donc, il y a à la fois de nouveaux outils comme l'ISA, par exemple, appelé ici UNES livré sur le schéma que je vous présente. Et puis, il y a aussi donc, des évolutions d'outils que vous connaissez par ailleurs autour de la banque d'entraînement pour les étudiants et puis toute la plateforme CIDES qui évolue en CIDES-UNES donc, pour accompagner la nouvelle docimologie. Donc, le schéma que vous avez sous les yeux donc, représente l'ensemble de l'écosystème qui va être proposé dans le cadre de la R2C. Si on suit l'ordre des numéros, on a donc déjà l'outil UNES livré que vous connaissez mieux sous le nom de l'ISA, donc le livret de suivi d'apprentissage, donc qui est une collection de fiches qui reprennent des items de connaissances, mais avec une particularité, c'est l'organisation autour des compétences, donc avec des entrées par situation de départ attendues d'apprentissage. Donc, UNES livré, c'est un travail très important qui est fait collectivement par l'ensemble des collèges et qui est coordonné par Luc Mouton. Donc, cet outil est déjà mis à la disposition des collèges qui ont commencé le travail de rédaction de façon collaborative. Et c'est un outil qui est déjà disponible en ligne, en pré-version, on va dire, en ligne. Le deuxième outil qu'on appelle ici UNES Entraînement, c'est la Banque nationale de questions d'entraînement qui est utilisée par les étudiants donc, actuellement pour s'entraîner aux ECNI et qui va évoluer vers une banque d'entraînement qui va suivre les nouvelles modalités de la réforme. Donc, un certain nombre de nouvelles fonctionnalités d'auto-entraînement, de suivi de l'évolution de la formation autour des entraînements vont être apportées donc, dans la nouvelle évolution de l'outil. C'est un outil qui est déjà en pré-production et il sera proposé aux étudiants à partir d'avril 2021. Donc, pour commencer donc les auto-entraînements. Et à partir d'août 2021, donc du mois d'août, ils récupéreront les traces de suivi qu'ils avaient jusqu'à présent donc, sur l'ancien outil. Donc, il y aura une continuité entre ce qui a été fait pour les étudiants de 4e, 5e année, retrouveront les traces et pourront continuer à s'évaluer donc, sur le nouvel outil. Le troisième outil, c'est CIDES que vous connaissez autour d'évaluation, donc CIDES UNES Évaluation. Donc, c'est un nouvel environnement pour les épreuves facultaires à la fois formatives et sommatives, ça ne change pas.
L'outil va accompagner la réforme au-delà des modalités d'ossimologie que vous connaissiez, les QRU, les QRM, les CROC. Donc, il y a les nouvelles modalités de la réforme sont introduites, en particulier les ECOS. C'est un outil qui va permettre la scénarisation des ECOS. C'est un travail extraordinaire qui a été fait par Christian Boissier là, sur la création de la partie de scénarisation des causes. Donc, vous allez pouvoir scénariser les stations des causes, constituer des épreuves des causes afin de pouvoir derrière les jouer. Ça prend en compte aussi donc, les KFP, les TSS, en fait, toutes les nouvelles modalités d'ossimologie vont être intégrées à cet outil. Et puis, cet outil a des particularités techniques aussi. Toute l'architecture client-serveur a été reprise. Il va permettre en particulier la réalisation d'épreuves offline, hors ligne, c'est-à-dire en cas de rupture de Wi-Fi, il y aura la possibilité de continuer les épreuves. Et puis, donc, aussi de nouvelles fonctionnalités de gestion pour les scolarités vont être introduites. Donc, il y a à la fois des fonctionnalités au moment où on passe les épreuves pour les étudiants, avec une sécurité autour du offline, les nouvelles fonctionnalités pédagogiques avec les nouvelles modalités et des fonctionnalités dédiées aussi aux organisateurs des épreuves, en particulier scolarité. Donc, la particularité du déploiement de cet outil va se faire en 2 temps, c'est-à-dire dès le printemps, avril-mai, on n'a pas encore la date, mais c'est au printemps, on va donner accès aux enseignants à la partie studio de conception. Ce qui veut dire que dès le printemps, les enseignants pourront créer leurs échos préparer leurs échos sur la plateforme et préparer aussi les éléments d'épreuve qu'ils voudront utiliser pour la rentrée. Donc, au printemps, le studio de conception et puis pendant l'été, avec une mise en œuvre effective pour faire des épreuves facultaires en septembre, le reste des briques du studio, de l'environnement. Outil suivant, c'est l'UNES Portfolio. Donc, dans le cadre de la réforme, il y a une prise en compte du parcours des étudiants et donc l'UNES propose autour de cet outil UNES Portfolio donc, la possibilité aux étudiants de décrire leur parcours et donc en coordination avec les facultés d'avoir un outil de suivi et d'évaluation du parcours. L'outil suivant, UNES Stage, donc c'est un outil qui est déjà mis en œuvre dans le cadre de la R3C et qui va venir intégrer donc aussi la R2C. Donc c'est un outil qui permet de gérer les stages, de valider les stages et en conjonction avec l'outil suivant qui est UNES Compétences, d'évaluer donc les compétences dans le cadre des stages. Et enfin, UNES Formation, c'est l'outil que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de CIDES-NG, qui est donc une plateforme de formation qui permet la création de parcours d'activités de formation pour la formation facultaire. Voilà, donc ça, c'est l'écosystème général qu'on vous présentera plus en avant début mars. Voilà, c'est une première vision avec les dates de disponibilité des différentes briques. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Donc, un nouveau UNES livré, donc, qui est LISA, donc, est disponible en ligne. Il y a le travail d'élaboration des fiches qui est en train d'être fait par les collèges. UNES entraînement, donc les tests de production sont terminés. Il y aura une préouverture aux étudiants en avril, dans un premier temps, sans récupération des traces d'apprentissage, de suivi d'apprentissage qu'ils ont sur la banque actuelle. Et dès l'été, ils récupéreront l'intégralité de leurs traces pour pouvoir continuer avec les nouvelles fonctionnalités. CIDES, UNES évaluation, donc on commence, nous, de notre côté, les tests de montée en charge à la fin du mois, là, 22 février, et l'accès au studio de conception donc, est prévu au printemps pour que les enseignants puissent préparer la prochaine rentrée. Et l'objectif, donc, c'est de pouvoir réaliser donc, les examens facultaires dès la rentrée de septembre. À côté des outils, l'UNES aussi prépare donc, un ensemble de parcours de formation, à la fois à la docimologie et à la mise en œuvre pratique des outils à destination des enseignants et des scolarités, évidemment aussi des étudiants. Donc, les prochaines échéances, donc, pour nous, c'est le 1er mars. Donc, on vous fera une présentation plus détaillée des différentes briques de l'écosystème. Le 2 mars, l'annonce
officielle sera faite à la conférence des doyens donc, de médecine pour annoncer donc, la mise à disposition des outils et le calendrier d'accompagnement. Enfin, donc, le 17 mars, sera réalisée une session de réponse au FAQ, ce qui amène la diapo suivante, qui est en fait, donc, on vous donne ici la possibilité de poser vos questions, alors pas uniquement sur les outils, hein, mais sur l'ensemble de la réforme. Vous avez ici un questionnaire, donc soit en passant par le QR code, soit en utilisant le lien qui est sur la diapositive. Vous avez la possibilité donc d'accéder à un questionnaire pour poser vos questions sur l'ensemble de la R2C, pédagogie et outils. Voilà, je rends la parole à Marc Braun. Oui, merci Jean-Charles. Bien sûr, dans l'enregistrement, vous aurez accès à l'ensemble du QR code et du site de façon à ce que vous puissiez alimenter en questions. Et nous ferons une séance de résumé de questions et de résumé de réponses en espérant que l'ensemble de ce que nous allons répondre servira aux uns et aux autres, en particulier sur les questions qui reviennent fréquemment. Je vais reprendre le site, il nous reste quelques diapos avant d'entamer la discussion avec vous. Il nous restait à dire un mot maintenant de l'entrée dans le 3e cycle. Donc vous avez compris que clairement, il fallait séparer ce qui était de la validation du 2e cycle et qui était entièrement sous la responsabilité des facultés, et puis les éléments d'examen, d'évaluation qui permettaient aux étudiants de rentrer dans le 3e. Et que les arbitrages tout récents ont décidé que le poids des examens sur tablette serait de 60%. Sébastien en dira un mot tout à l'heure sur la partie appariement. Les écosses nationales seront donc d'un poids de 30% dans finalement le profilage de réussite des étudiants, et que le parcours et le projet professionnel auraient un poids de 10%, en sachant que, bien évidemment, l'entrée dans le 3e cycle ne pouvait se concevoir qu'après une validation préalable du 2e cycle. Alors voilà les échéances et le calendrier, de façon à ce que tout le monde soit bien en phase avec ce qui nous attend aux uns et aux autres. 2021 et 2022, ce sont les derniers ECNI tels que nous les connaissons depuis 2017. On tourne la page de cette première étape qui a été vraiment structurante pour nous tous. Ce sera donc au mois de juin, sur le programme actuel, sans aucun changement, avec les référentiels des collèges tels qu'ils ont été publiés jusqu'à l'instant, avec une docimologie que vous connaissez très bien, les 18 DP, avec un minimum de 13 questions par DP, 120 QI, 2 LCA, basés sur des QCM. L'administration des épreuves sera toujours réalisée par le CNG, tel que vous le connaissez aujourd'hui, en juin 21 et en juin 22. Avec des épreuves préparatoires en mars, là je voudrais remercier beaucoup l'ensemble de l'équipe de Limoges, son doyen, Pierre-Yves Robert, d'avoir participé avec le conseil scientifique et de l'avoir soulagé pour la confection de ces épreuves du mois de mars. Et ce sera présenté, ce sera accompagné d'un petit sondage que nous ferons auprès des étudiants de 6e année, car nous mettons en place une étude prospective permettant de confirmer les éléments d'appariement dont on vous parlera tout à l'heure. Et bien sûr, les épreuves préparatoires seront renouvelées en mars 2022 en prévision des ECNI classiques de 2022. 21-22 vont être 2 années relativement calmes par rapport à l'année très chaude que représentera l'année 23. L'année 23 va nécessiter à la fois une modification des plateformes d'examen et donc des tests techniques. Et ces tests techniques débutent en janvier, probablement, ce n'est pas encore complètement fermé, mais ouvert, mais ce sera à peu près cette période-là. En janvier 23, nous ferons des tests techniques sur les nouvelles plateformes, de façon à tester, comme nous l'avions fait en 2016 et 2017, la nouvelle plateforme d'administration. Ceci concernera les DEFASM 3, c'est-à-dire ceux qui sont actuellement en 4e année, cette promotion intermédiaire qui finira son 2e cycle en 2023, et les DEFASM 2 qui, eux, seront pleinement engagés dans la réforme, et donc on leur proposera
probablement pas de manière concomitante, mais de manière un peu décalée, de commencer à s'entraîner avec les nouvelles briques élémentaires de docimologie. Au mois de mars, eh bien, nous aurons des épreuves véritablement pour les auditeurs de 2022. Et donc ça représentera aussi un petit challenge parce que ça veut dire que c'est encore l'ancienne modalité. Donc il faudra qu'on propose ce que l'on fera aujourd'hui. On gardera un certain nombre de questions pour pouvoir les entraîner. Et puis bien sûr, des phases 2 et 3 dans des véritables épreuves préparatoires pour les deux promotions, puisque en effet, au mois de juin, nous aurons les presque dernières ECNI pour les auditeurs de 2022. Il ne faut pas qu'on les oublie, ces étudiants-là. Et puis, nous aurons, pour la promotion intermédiaire, les ECN qu'on a appelées nouvelles formules, c'est-à-dire le nouveau programme et la nouvelle docimologie à la promotion intermédiaire. Donc ça, ce seront des ECN. Pourquoi? Parce que cette promo intermédiaire aura, à l'issue des épreuves, un classement national tel qu'on le pratique aujourd'hui et en 2022. Donc, c'est une sorte de formule hybride avec un nouveau programme et une nouvelle docimologie d'un côté, mais on est resté, sauf les TCS, bien sûr, mais on est resté à une modalité de répartition et d'entrée dans le troisième cycle qui sera celle d'un classement national. Et c'est pour ça que nous avons gardé l'appellation ECN. Et puis, en septembre, à l'entrée de la 6e année pour la promotion de la réforme, eh bien, ce seront les premières EDN pour épreuves dématérialisées nationales qui vont être bien sûr proposées par le Conseil scientifique. Et vous voyez que le Conseil scientifique aura du travail et il s'y prépare dès maintenant à préparer à la fois les tests techniques et surtout les épreuves préparatoires des auditeurs de 22 sur l'ancien programme, les déphasmes 3 et 2, et puis les épreuves qu'ils devront confectionner en juin pour les ECNI des auditeurs 22, l'ECN de nouvelles formules avec une docimologie qui sera extrêmement voisine de celle des EDN de septembre. Après l'été, nouveau rendez-vous pour pouvoir lisser l'ensemble des deux formules anciennes et nouvelles. Ceci nous donne une année chaude en 2023 et en 2024, un peu moins chaud, mais quand même. C'est-à-dire qu'en septembre, je vous rappelle qu'il y aura donc les déphasmes 3 de 2023. Ça, je l'ai rappelé pour les premiers EDN. La deuxième chance qui est prévue par les arrêtés permettant aux étudiants de valider une note plancher à leurs items de rang A, ce sera probablement au mois de janvier 2024. Ça permettra donc une deuxième chance à ces étudiants-là. Et au mois de mars, on reprend le même modèle, c'est-à-dire une épreuve préparatoire, cette fois pour les 3 promos, les auditeurs de 2023, c'est-à-dire ceux de la promo intermédiaire, les déphasmes 3 qui achèvent leur dernière année du cycle de la réforme, et puis la promo suivante, c'est qui sera à déphasme 2 en 2024. En juin 24, nous aurons finalement les vieux redoublants de la promotion intermédiaire qu'on va encore traîner un peu et à qui on va proposer des évaluations selon la nouvelle docimologie et le nouveau programme. Et puis en septembre 2024, ce seront les deuxièmes EDN et ainsi de suite. On retrouvera ensuite l'année suivante une modalité plus simple parce qu'on aura épuisé quasiment toutes les solutions intermédiaires avec les promotions. Ceci en arrive à dire un mot des écosses nationales qui devraient avoir lieu au cours du mois de mai-juin, probablement plus mai que juin d'ailleurs, dans les facultés. L'arbitrage a été acté là encore il y a tout récemment. 30% minimum du jury sera issu d'une UFR différente. Ce sera sur 2 fois 5 stations avec 2 évaluateurs par station et nous balayerons ainsi les 11 domaines d'attendus d'apprentissage que je vous ai présenté tout à l'heure. Chaque domaine sera évalué par un bouquet de scénarios. Tous ceux qui font des écosses savent très bien que la confidentialité est juste illusoire à entretenir et que donc le conseil scientifique préparera des scénarios qui seront réputés d'égale performance à évaluer l'étudiant dans un domaine donné. Et donc les étudiants auront des scénarios différents, mais évaluant le même domaine, la même famille, si vous voulez, d'attendus d'apprentissage, et ceci sera vérifié et préparé par le conseil scientifique sur la base de scénarios déjà joués avec une métrique et des caractéristiques qui vont les rendre pertinents à être choisis par le conseil scientifique.
Et puis, bien sûr, ces différents scénarios seront adressés confidentiellement aux patients standardisés qui feront partie de l'aventure de ces écosses nationales. Je vais maintenant laisser la parole, pour changer un petit peu de tonalité, la parole à Sébastien Villard, et je lui passerai les diapositives sur les diapositives de parcours et sur l'appariement. Sébastien, c'est à toi. Merci beaucoup, Marc. Alors, concernant le parcours, quelques diapositives. Déjà, le parcours, comme il a été dit précédemment, comptera pour 10% de la note finale de l'appariement, des notes finales de l'appariement, et on y reviendra ensuite. Alors, concernant les principes de ce parcours, c'est un système qui sera non discriminant dans l'appariement. Maintenant, contrairement aux EDN ou aux écosses nationales, il n'y aura pas de seuil minimal validant pour le parcours. Donc, un étudiant qui ne voudrait pas faire d'éléments du parcours ne sera pas obligé de le faire. La prise en compte du parcours, elle se fera par l'intermédiaire d'une grille où chaque expérience en fait réalisée comptera pour des points jusqu'à un score plafond qui sera fixé nationalement. Et au-delà de ce score plafond, finalement, le fait de réaliser des expériences supplémentaires n'aura pas d'intérêt supplémentaire dans l'appariement. Maintenant, un intérêt personnel pour l'étudiant s'il souhaite en réaliser plusieurs. Ensuite, ces expériences de la grille seront validées par les facultés de manière annuelle. Et puis, à la fin, l'ensemble des éléments validés seront remontés pour réaliser l'appariement. Il n'y aura pas de pondération en fonction des DES du parcours, contrairement aux aspects de connaissances et de compétences que nous avons vus précédemment. Est-ce que vous pouvez passer à la diapo suivante où je vais vous montrer l'aspect de la grille en différentes diapositives. Alors, la grille vers laquelle on s'oriente aujourd'hui propose un plafond de 60 points avec la valorisation des expériences de mobilité, que ce soit pour des enseignements, des stages cliniques ou des stages de recherche, mais également le niveau de langue dans n'importe quelle langue. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Validation également donc, de cursus, d'options dans son cursus médecine, par exemple avec des UE complémentaires, des UE libres, des DU. Valorisation aussi du cursus hors médecine avec un parcours de recherche ou d'années effectuées hors de la faculté de médecine, par exemple des étudiants qui ont fait un master avant de rentrer dans les études de médecine ou une licence. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Également, les engagements des étudiants, aussi divers soient-ils, seront valorisés, que ce soit dans des associations humanitaires ou encore en pédagogie, engagement en service civique ou encore ce qu'on appelle la réserve sanitaire ou les cadets de santé. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Il y aura également une valorisation des expériences professionnelles. Et puis, le dernier point de la grille, c'est la valorisation des profils particuliers qui ne rentreraient pas dans tous les éléments fixés dans la grille. Ce sont ces derniers éléments qui restent à ajuster au niveau du parcours dans nos réflexions nationales. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Alors, concernant le parcours, c'était les seuls éléments que j'avais à vous préciser. Si d'autres questions, si des questions émanent ensuite, bien sûr, j'y répondrai. Donc, concernant l'appariement, je vous propose qu'on parte d'un exemple. Ça sera plus concret. Donc là, on arrive en fin de deuxième cycle, après les écosses nationales, et on arrive avec chaque étudiant. Chaque étudiant, il possède 44 profils de réussite. Je vais vous détailler ce qu'est un profil de réussite ensuite, qui réunit donc connaissances, compétences, parcours. Pourquoi 44 profils de réussite? Parce qu'il y en aura un par DES. Pourquoi? Car les EDN et les écosses nationales seront pondérés en fonction des DES pour les EDN et en fonction des domaines pour les écosses, c'est détaillé ensuite. Et chaque étudiant donc, qui possède ces 44 profils de réussite émettra des vœux. Et donc, un vœu, qu'est-ce que c'est? C'est un bloc, une spécialité, plus une subdivision, et l'étudiant pourra faire autant de vœux qu'il souhaite. Vous pouvez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, ici, je schématise qu'est-ce qu'un profil de réussite. Et donc, on a pris un exemple
d'un étudiant qui ferait un vœu de néphrologie à Amiens. Donc là, un profil de réussite pour la néphrologie. Donc, on se centre que sur un seul des 44 profils de réussite. Donc, comment il sera déterminé? Donc, en fonction de son score aux EDN rang A et rang B, donc à hauteur de 60%, le score ECOS national à hauteur de 30% et les 10% du parcours. Pour ce qui est des 60% des EDN, il y aura une pondération du rang B en fonction des DES. Et donc, vous pouvez voir sur le tableau en haut à gauche de la diapositive la pondération, un exemple, un titre indicatif de pondération pour le DES de néphrologie, où en fait, on voit que les questions, par exemple, de néphrologie seront pondérées à 2, des spécialités qui sont proches de ces DES, typiquement l'urologie, par exemple, seront pondérées à 1,5, et puis d'autres spécialités qui sont, par exemple, MIR, qui seront à 1,2, et puis les autres, plus éloignés du DES, auront une pondération de 1. Concernant les ECOS, donc là aussi, il y aura une pondération en fonction des 11 domaines d'apprentissage, et donc on voit par exemple que là, pour l'exemple qu'on a donné, la partie éducation-prévention voilà, aura une part plus importante que l'aspect annonce, diagnostic, par exemple. Voilà pour la constitution du profil de réussite de néphrologie. Donc, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une simulation de vœux pour le DES de néphrologie. Donc, donc, ce sont 4 étudiants qui ont fait uniquement 3 vœux et des vœux de néphrologie. Donc, pour les comparer entre eux, on va utiliser leur profil de réussite de néphrologie. Donc, leurs 4 profils de réussite sont déterminés, ainsi que l'ordre de chacun de leurs vœux. Donc, sur 3 villes qui sont Paris, Besançon et Amiens. Vous pouvez descendre à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà, on s'est mis dans ce cadre-là. Et donc, on va d'abord simuler la procédure principale. Et donc, on a 4 étudiants qui ont fait des vœux pour 3 villes et il y a une seule place par ville. Donc, 3 places au total pour 4 étudiants. Donc, si on se met dans le schéma initial, on va prendre le premier vœu de chaque étudiant. Donc, l'étudiant A et l'étudiant C, on avait mis en premier vœu Paris, l'étudiant D en premier vœu Amiens, l'étudiant B, Besançon en premier choix. On voit bien ici donc l'étudiant C a un profil de réussite en néphrologie de 650e sur 8000, ce qui est moins bon que 500e sur 8000, et donc il ne peut pas accéder par rapport à l'étudiant A à son vœu. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Donc, l'étudiant, vous pouvez remonter une diapositive, il y en a une qui a sauté. Voilà. Donc là, on reprend l'étudiant C. L'étudiant C, on est allé sur son deuxième vœu, qui est donc Besançon. Et donc, comme là, dans cette situation, il est meilleur que l'étudiant B au niveau du profil de réussite de néphrologie, c'est donc l'étudiant C qui va prendre la place de l'étudiant B à Besançon. Et donc, là, on va passer à la diapositive suivante. L'étudiant B va donc aller sur son deuxième vœu, qui est Amiens. On voit qu'il n'est pas au niveau du profil de réussite de néphrologie, il n'est pas meilleur que l'étudiant D. Donc, on va aller vers son troisième vœu qui est Paris. Donc, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Et encore une fois, c'est le même schéma. L'étudiant B n'est pas meilleur que l'étudiant A. Donc, on va passer à la diapositive suivante où finalement, si on bloque dans ce scénario, vraiment à titre d'exemple, on n'a que 4 étudiants et que 3 places, l'étudiant B n'a pas de place dans le matching et donc il accédera à une procédure complémentaire. Par contre, les étudiants A, C et D, eux, ont eu leur place concernant le meilleur. Ils ont eu la meilleure place par rapport aux vœux qu'ils ont effectués. Donc, on peut passer à la diapositive suivante où je vais synthétiser finalement les éléments qu'on a vus via la simulation concernant l'appariement. Donc, l'exemple que je vous ai donné, c'est l'illustration de l'utilisation de l'algorithme NRPM plus couple, qui est dérivé de l'algorithme de Gale et Shapley, donc des mariages stables. Par exemple, dans cet exemple, vous avez vu qu'il n'y avait pas d'envie justifiée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas
d'étudiants qui auraient pu échanger leur place. Là, ils sont vraiment à la meilleure place par rapport à leurs vœux et à leur profil de réussite. Et c'est ce profil de réussite qui détermine l'affectation. Cet algorithme, il est non manipulable. Les étudiants peuvent faire leurs vœux de manière honnête. Et là, typiquement, est-ce que vous pouvez me passer, Madame Le Gien, l'exemple que je vous ai présenté, ouais. c'est un micro qui est… On ne t'entend plus, Sébastien. Oui, c'est bon, j'ai rallumé mon micro. Concernant l'exemple que je vous ai présenté, on voit que l'étudiant B, notamment, aurait dû sûrement faire plus de vœux pour accéder à des vœux, soit hors néphrologie, soit dans d'autres villes, concernant son profil de réussite. Cet algorithme prend aussi en compte les couples, c'est-à-dire que si je n'ai pas mis un exemple pour éviter de complexifier avec des couples, mais l'algorithme pourrait trouver la meilleure des solutions pour des étudiants qui souhaiteraient rester ensemble dans la même ville. Il y a des données éprouvées sur cet algorithme. Il a notamment été utilisé aux États-Unis. Et là, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté une procédure complémentaire parce que chaque étudiant va faire ses vœux en simultané, puis après, l'algorithme va travailler et va rendre en même temps les résultats de l'affectation, de l'appariement à chacun des étudiants en simultané. Et donc, il y a peut-être des étudiants, comme je vous le dis, qui n'auront pas fait assez de vœux et qui n'auront pas de poste à l'issue de ce matching. Et donc, on ajoutera une procédure complémentaire avec l'ensemble des postes restants à l'issue de la procédure principale. Et ces étudiants-là devront classer l'ensemble des vœux restants. Et donc, à l'issue de cette procédure complémentaire, tout le monde aura une affectation, comme actuellement, tout le monde a une affectation à l'issue de la procédure de choix de poste. Voilà les éléments sur l'appariement et qui termine ce diaporama. Voilà, nous sommes maintenant à votre disposition et je vais arrêter le partage d'écran, puis je voudrais vous remercier de votre écoute à tous et nous sommes maintenant à votre disposition. Bien, merci beaucoup Marc, merci beaucoup Sébastien. Il y a des questions, en sachant, je le rappelle, que cette session est enregistrée. Donc, je vais vous demander à chaque fois de bien vouloir arrêter votre micro quand vous aurez arrêté de prendre la parole, s'il vous plaît. Qui souhaite poser des questions? Moi. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter et poser votre question? Bruno Moulin, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Strasbourg. Bon, merci, j'ai pris un peu en cours, mais dans une question sur le matching, là, bon, au-delà du caractère extrêmement complexe que cela représente, hein, j'avais une question sur les pondérations. Je ne sais pas si les pondérations de l'EDN sont fixées, parce que là, je découvre par exemple que, et je ne sais pas par qui elles ont été fixées, que pour la néphrologie, par exemple, l'urologie a un poids extrêmement important, supérieur par exemple au MIR ou à la médecine interne. Et je pense que ce n'est pas du tout adapté. Alors, on va dire que les néphrologues râlent un peu, encore, va dire Marc Braun, mais est-ce que c'est encore en discussion ou c'est fixé, ces histoires de pondération? Alors, je vais répondre, Bruno. Le principe, c'est que nous puissions, dans l'étude prospective que nous allons faire avec les ECNP de mars, proposer finalement l'amplitude des pondérations pour que chacune d'entre elles puisse avoir un effet sur le profilage de l'étudiant. Et nous reviendrons vers chacun des collèges pour leur demander de classer les hauteurs de pondération. C'est-à-dire, on demandera au collège de néphrologie en disant, ben voilà, les notes de néphro dans les évaluations vont peser tant, parce que ça, ce seront les évaluations mathématiques qui vont les donner. Et ensuite, on vous demandera, à chaque spécialité, nous demanderons de classer les disciplines qu'on a appelées de premier rang, c'est-à-dire les DES de voisinage, pour lesquels la compétence dans ces domaines-là
est attendu pour le profil de réussite de l'étudiant qui rentre en néphro au premier jour de sa phase socle. Et donc, ces DES de premier rang auront une surpondération que l'on va vous proposer, mais c'est vous qui déterminerez quels sont le profil de réussite et de bonne réussite cumulé des étudiants qui veulent faire de la néphrologie. Et ensuite, il y aura un deuxième rang de DES qui va être un petit peu moins important, mais donc vous êtes intéressé dans le profil de réussite de vos étudiants. Et puis ensuite, ce sera probablement 3 ou 4. On déterminera mathématiquement tout de suite après les ECN préparatoires de mars. Et ensuite, tous les autres questions de DES loin de la néphrologie auront une valeur de 1. Donc, on reviendra vers vous pour que vous nous donniez quelle est finalement la fiche de poste du profil de réussite idéal de l'étudiant qui rentre en néphrologie au premier jour de sa phase socle. Et on va vous demander de faire la même chose en hiérarchisant 3 ou 4, on va dessiner domaine d'attendu d'apprentissage, où on va vous demander de dire, ben voilà, dans ces habiletés-là, dans cet apprentissage, dans cette évaluation d'apprentissage, en néphrologie, on aimerait bien qu'il y ait un accent particulier pour un certain nombre de ces performances d'étudiants. Donc, on vous a proposé là un modèle général. Aucun collège n'est pour l'instant prévenu, puisque nous dévoilons progressivement nos hypothèses et que lorsque on aura déterminé la hauteur des pondérations, on reviendra par l'intermédiaire de Luc Mouton ou la CNCEM et on demandera l'avis à chacun des collèges pour qu'ils nous taillent le profil de réussite idéal de l'étudiant qui rentre en phase socle. Je passe la parole à Antoine Labbé et merci de rebaisser la main après, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Antoine Labbé. Donc, je suis responsable pédagogique à l'UVSQ. Ma question porte justement sur les problèmes d'appariement. Et en plus de la pédagogie, en fait, je suis ophtalmologiste. Donc, j'ai 2 questions. Ma première question, c'est quid des spécialités qui n'auront pas forcément beaucoup de questions lors de l'examen des connaissances. Et donc, je comprends bien qu'on va devoir pondérer en fonction des attendus de d'autres types de spécialités. Mais imaginons qu'un étudiant ait pour l'ophtalmologie 2 QCM. Si par hasard, pour je ne sais quelle raison, il raterait celui-là, ça compliquerait son accès à une spécialité qu'il aurait peut-être appréciée et pour laquelle il était bon. Ça, c'est ma première question et ça devrait être vrai pour d'autres spécialités qui n'ont pas forcément un gros volume de questions à l'EDN. Et ma deuxième question, c'est qu'on va donc pondérer les capacités de nos étudiants en fonction d'attendus aux ECOS. Donc, on peut imaginer que un ophtalmologiste, je reprends le même exemple, soit quelqu'un qui soit accessible à l'urgence, qui ait une bonne lecture des examens paracliniques et qui ait une bonne aptitude à travailler en groupe. Je prends cet exemple. Ce qui veut dire qu'on va donc à l'avenir avoir des spécialistes qui auront tous le même profil et le même profil pendant de très nombreuses années. Est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce que justement l'objet de la réforme, pas non du 2e cycle, mais du 1er cycle, c'était de donner accès à des étudiants de profils différents à la médecine? Est-ce qu'en faisant ça, vous n'allez pas créer des ophtalmologistes qui seront tous le même modèle, des néphrologues qui auront tous le même modèle? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? J'ai aucune idée de ce que va être le profilage par cet intermédiaire-là, dans la mesure où je pense qu'il y a de la place quand même pour une diversité de tempéraments. Je ne pense pas qu'on cadre beaucoup plus qu'on le fait aujourd'hui. Enfin, les modèles de réussite des étudiants d'ophtalmologie d'aujourd'hui sont quand même tout à fait stéréotypés. Et j'espère qu'à travers les ECOS, nous arriverons à proposer des profils de personnes et de qualité, en tout cas de connaissances qui soient un petit peu différentes. Alors, pour ce qui est des peu de questions, il y aura environ 300 questions qui balayeront l'ensemble du programme. Il y aura un certain nombre de… Toutes les spécialités seront représentées. Ça fait partie du cahier des charges au conseil scientifique. Et que si on veut départager les étudiants qui veulent faire ophtalmo, qui vont forcément être très, très bons sur toutes les questions d'ophtalmologie, eh bien, c'est l'addition des connaissances contextualisées dans des domaines voisins de l'ophtalmologie qui permettra de les différencier. Alors, je vais donner la parole à Vincent Audard. Bonjour à toutes et tous. Donc, Vincent Audard, je suis néphrologue à l'Université Paris-Est Créteil et donc responsable du second cycle. Avant de poser
quelques questions. Moi, je tenais à remercier les organisateurs pour l'organisation de ce séminaire avec les responsables R2C, enseignants, étudiants, qui me semble vraiment très, très important. Parce que enfin bon, j'ai envoyé plusieurs mails et c'est vrai que personnellement, j'avais l'impression d'avoir un peu des informations qui venaient un peu au compte-gouttes de la part, effectivement, de la conférence des doyens, des différents collèges. Donc, je pense qu'effectivement, cette réunion était indispensable. Excusez-moi, la connexion Internet est un peu instable. Vous m'entendez bien? Très bien. Donc, ma première question, on va prendre par ordre chronologique. On va d'abord discuter, si vous voulez bien, des DFA SMA actuels. Si j'ai bien compris, les DFA SMA actuels, ils vont devoir passer les ECN classiques, mais avec les nouvelles modalités docimologiques. Oui. Avec les fameux CROC, les KFP, les QRM à contexte riche, ce qui demande effectivement deux choses, une formation de nouveau pour les étudiants et pour les enseignants pour pouvoir adapter cette docimologie. Qu'est-ce qui est un petit peu prévu en sachant que nos DFA SMA actuels, de manière très, très factuelle, moi j'ai déjà prévu la docimologie pour l'ensemble de l'année universitaire, les dossiers progressifs, les questions isolées, et ce n'est pas du tout prévu pour que ces DFA SMA actuels, je leur pose durant les épreuves facultaires qui ont lieu 3 fois par an à l'UFR de santé Paris-Est-Créteil, des QRM, des CROC, des KFP, où l'ensemble des enseignants n'est pas encore formé. Donc, bien sûr, j'ai lu avec attention les notes ministérielles et les liens qu'on nous renvoyait sur la conférence des doyens sur comment faire un KFP, comment faire un CROC, un QRM à contexte élargi, qu'est-ce qu'un bon QCM, QRM. D'accord, mais moi, je ne suis pas du tout certain que durant l'année qui est en train de s'écouler, compte tenu effectivement des problèmes actuels qu'on a en plus à côté de cette réforme en cours, je puisse former de manière tout à fait optimale les enseignants de l'UFR et puis par conséquent, bien entendu, les étudiants, nos DFA SMA actuels. Donc en fait, ma question elle est assez simple, c'est pourquoi avoir intégré finalement les DFA SMA actuels à cette réforme? J'étais déjà dans le projet CIDES il y a 4-5 ans et c'est vrai que j'avais trouvé que c'était plutôt pas mal de commencer le projet pour ceux qui allaient rentrer en DFA SMA, ce qui nous laissait un petit peu de temps de nous organiser. Voilà, moi, et puis toujours en rapport avec la docimologie actuelle, et puis après je vous laisse répondre, il y a un des problèmes avec CIDES, et je pense qu'effectivement le problème n'a pas été réglé. Déjà à l'époque, on parlait des CROC, on parlait effectivement de revoir un petit peu la docimologie, et puis il y avait aussi les problèmes au niveau de la correction informatique. Une réponse à un CROC, si on attend pneumopathie franche, lobaire, aiguë, droite, qu'en est-il de l'étudiant qui note pneumonie aiguë sans mettre le côté ou pneumonie aiguë droite? Voilà, c'était comment on pondère les... Donc, il y a différents problèmes que j'avais identifiés. Est-ce que le système informatique a permis de régler tous ces problèmes ou est-ce que c'est encore d'actualité? Donc, je vous laisse peut-être répondre, parce qu'après, j'ai d'autres questions. Je ne vais peut-être pas faire toutes les questions à la suite et puis trop monopoliser aussi le temps de parole. Je peux répondre au moins sur la première question. La promo intermédiaire et l'effet du décalage de la réforme d'une année. La décision ministérielle a été de les engager sur le nouveau programme et la nouvelle docimologie, à l'exception des TCS. C'est une décision qui avait été arbitrée déjà avant le début de l'année universitaire. L'ensemble du programme a été publié au mois de septembre pour permettre aux facultés de s'approprier à la fois le programme et la nouvelle docimologie. À l'exception des KFP qu'on peut aisément contourner en faisant une succession de CROC, la totalité des modalités docimologiques de la réforme sont déjà utilisables sur CIDES. Donc, tous les enseignants et tous les étudiants ont depuis longtemps, et bien avant septembre 20, l'ensemble des manières d'évaluer qui ont fondé une partie de la logique que je vous ai présentée tout à l'heure de la réforme. Donc, les zones, ça existe depuis des années, les CROC également, faire 4 propositions par QRM, c'est tout à fait possible. Le One Best, c'est juste une histoire de rédaction. Enfin, globalement, c'est des choses dont on parle déjà depuis un moment. Les arrêtés ont été publiés, il me semble, en temps utile pour être mis en œuvre. Alors après, c'est chaque groupe qui le prend à bras-le-corps et qui se l'approprie. Mais voilà, donc ça, c'est une décision qui s'impose à nous du point de vue de la docimologie et ça a été annoncé. En ce qui concerne les problèmes de CIDES, alors après, effectivement, pour la réponse au CROC, pour l'utiliser beaucoup, et beaucoup de facs ont continué les CROC depuis longtemps, hein, eh bien, c'est une modalité sur laquelle il faut être vigilant sur les réponses attendues.
Et ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, de façon à ce que la nouvelle offre de l'UNES puisse intégrer de façon plus intelligente les différentes possibilités des étudiants à répondre. C'est vrai que les CROC, c'est un peu fastidieux parce qu'il faut valider une à une ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas en termes de réponse. Je n'ai pas de solution technique à vous donner immédiatement, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille pour qu'il y ait une aide aux enseignants à finalement valider plus rapidement l'ensemble des questions, ou plutôt des réponses que propose l'étudiant. Alors, j'ai une question sur le chat de Béatrice Bouvard. Quel est le pourcentage de réussite aux items de rang A avant de donner la parole à Marie-France Seronde? Pour l'instant, ce n'est pas encore complètement arbitré. Le seuil plancher de réussite du A, en toute logique, la conférence des doyens s'était très clairement exprimée à plusieurs reprises sur le niveau minimum. C'est-à-dire qu'en principe, la définition dans la bibliographie d'une réussite d'un rang A est supérieure ou égale à 16 sur 20. Sinon, ce n'est pas d'un rang A. Donc, à ce moment-là, il faudra qu'on se repose la question de 1, la pertinence des rangs A, 2, la difficulté qu'ont une population d'étudiants français à valider des rangs A. Donc, ceci, forcément, fera partie des adaptations qui seront nécessaires au cours des premières années de la réforme. Le jury, évidemment, s'adaptera à la situation, mais clairement, un rang A est par définition un objectif qui doit être maîtrisé par l'ensemble d'une population étudiante française et qui devrait logiquement les obliger à valider au-delà de 16 sur 20. C'est aussi une des réponses que la conférence des doyens a voulu donner à ce que vous connaissez aujourd'hui, qui est un véritable scandale, c'est-à-dire des étudiants qui rentrent dans le 3e cycle avec 0. Et que ceci n'était pas facilement déjouable à travers les textes qui corsettent un petit peu l'accueil en particulier des étudiants européens, et que par conséquent, la logique d'un niveau minimum s'est imposée à tout le monde et va être mise en œuvre par la réforme, et ceci conduira inévitablement à ce qu'une très petite minorité d'étudiants valident leur 2e cycle, mais ne puissent jamais rentrer dans le 3e. Et tous ceux qui sont coordonnateurs ou doyens savent actuellement qu'il y a un certain nombre d'étudiants dont le niveau est tellement faible qu'ils n'ont même pas la place dans aucun DES du 3e cycle. Alors, c'est probablement dur à dire, mais à un moment donné, je pense qu'il faut que nous prenions nos responsabilités. Marie-France Seronde. Et vous baissez la main, s'il vous plaît, après. D'accord. Oui, bonjour à tous. Merci encore pour ce séminaire très intéressant. Alors, moi, j'avais 2 questions vis-à-vis des situations professionnelles de départ. Alors, vous avez parlé d'un calendrier annuel avec des ED. Je n'imagine pas du tout ce que ça peut être. Est-ce que ça va être des écosses avec des jeux de rôle, des choses comme ça? Je ne vois pas du tout à quoi ça pourra correspondre. Et je voulais, dans le même ordre d'idée, vous parliez de MOOC. Est-ce que vous pourrez nous mettre l'adresse pour avoir accès à ce MOOC pour les formateurs? Merci. Alors, le MOOC formateur, très bien, mais nous le mettrons, je le rajouterai, je modifierai la diapositive que nous mettrons en ligne et je vous donnerai l'adresse du MOOC qui est fait par un groupe absolument remarquable de l'Université de Genève, de Bruxelles et de Montréal sur la formation, ce qui s'appelle la supervision au raisonnement clinique. Et chaque chapitre pourra vous servir très utilement à former vos enseignants et vos étudiants. En ce qui concerne le calendrier annuel, ce n'était qu'une suggestion. À partir du moment où l'offre pédagogique est centrée sur les situations professionnelles de départ, eh bien c'est la distribution, c'est de savoir ce que vous allez pouvoir enseigner aux étudiants en grand groupe ou en groupe plus restreint. Ça dépend. J'ai des remontées de fac qui choisissent des modalités différentes et qui finalement donnent des programmes en disant voilà, on va faire telle et telle, au pluriel, situation professionnelle de départ, lancer les étudiants au préalable sur la révision ou l'apprentissage des connaissances en rapport, c'est la fiche que je vous ai montrée, et ensuite d'inviter les étudiants à assister et à participer à un exercice de raisonnement à voix haute, un peu comme on fait dans un apprentissage de raisonnement clinique, dans les arcs, où on demande une justification à voix haute de toutes les questions de l'anamnèse, qu'est-ce qu'on attend comme réponse, quelles sont les hypothèses précoces, pourquoi on choisit celle-là et au dépend d'une autre, bref, que l'on invite les étudiants à assister ou à participer à la mise en place d'un raisonnement à partir de connaissances maîtrisées. Et après, chaque fac, évidemment, sera tout à fait libre de la manière
poser sur la table une offre pédagogique centrée sur les situations de départ. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, très bien. Merci beaucoup. Et je vous ai mis sur le chat l'adresse, enfin le lien pour le raisonnement clinique du MOOC à absolument connaître et à faire soi-même. Une question d'Olivier Lambotte. Hein. J'essaie de donner la parole à tout le monde, Vincent Audard. Non pas qu'il n'y ait pas de questions importantes et pas d'autres. Olivier Lambotte qui pose la question de autant de pondération que de DES concernés. Oui, bien sûr, là, pour essayer de coller au mieux au profil de réussite attendu de chacun des DES. D'accord. Là, Vincent Gajdos, pardon. Bonjour, merci beaucoup pour cette organisation. J'ai donc compris que les groupes de spécialité avaient été abandonnés pour l'appariement, c'est-à-dire que maintenant ce sera DES par DES que la pondération se fera. Et alors, toujours, oui, Vincent. Oui. Alors effectivement, alors on n'a pas tout proposé, on vous a pas proposé l'ensemble du processus d'appariement. On vous a présenté l'étape 2. En fait, l'étape 1 méritera aussi une validation par regroupement. Les regroupements par DES peuvent être validés soit par des communautés de proximité d'exercice, hein, et dans la littérature, on a à peu près 7 profils de regroupement d'exercices qui pourrait être une manière de faire un premier pré-tri et qui permettrait ensuite d'aider à gérer les droits hors mort dans le 3e cycle, hein, qui pose un redoutable problème de réorientation. Soit on le fait par regroupement DES de manière un petit peu différente. Il y a plusieurs formules, rien n'est arrêté pour l'instant. On va tester chacune des hypothèses et on les reposera sur la table en disant, ben voilà, avantages, inconvénients de regroupement de DES par rapport à des manières de travailler ou des tutos fondés sur des caractères, parce que quand vous lisez la littérature, il y a un lien finalement assez fort entre la spécialité qui est choisie et le caractère des étudiants et la manière dont ils fonctionnent et ils veulent vivre leur activité professionnelle. La littérature est assez explicite là-dessus, donc ce n'est pas du tout tranché encore. On ne vous a pas, pour ne pas trop surcharger le diaporama, on a passé sur cette étape préliminaire, mais tu as bonne mémoire et tu as raison, ça fera partie des hypothèses que nous allons tester à la suite de l'étude prospective qu'on va faire au mois de mars. Mais tu as raison. Et quid de la procédure complémentaire qui a été évoquée de manière un peu elliptique? Oui, ben, ça fera partie, là, ça a l'air de prendre une place importante dans ce genre d'appariement. Et en fait, on se rend compte que le logiciel des mariages stables classe dans une première vague près de 95 à 96% des étudiants, que c'est souvent par défaut du nombre de vœux exprimés qu'on est obligé de faire une procédure complémentaire. En réalité, elle est liée à des étudiants qui n'auront pas émis suffisamment de vœux pour pouvoir être classés et qu'on va leur demander, dans un deuxième temps, de reformuler des vœux en les classant et à partir des postes restants. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Alors, Vincent Audard, je repasse la parole à Vincent. Merci beaucoup. Juste une petite question, peut-être un petit peu naïve, mais je n'ai pas bien suivi. Vous avez montré, Monsieur Braun, une slide sur les Écosses, et je n'ai pas bien suivi, sur les 5 stations par an, où vous expliquez qu'il fallait monter en puissance 20%, 30%, 50%. Donc ça, vous parliez en fait des Écosses qui sont organisés au sein de chaque UFR et qui vont à terme remplacer le CCC. Et puis à côté de ça, si j'ai bien compris, il y a une Écosse nationale. C'est exactement ça. D'accord. Alors, donc, si je n'ai pas été clair, merci de me l'avoir rappelé. Non, c'est important. Mais moi, c'est ça. Je découvre un petit peu. Donc, c'est nous, au sein des UFR, le but, c'est de faire des Écosses en DFASM1, DFASM2, DFASM3 pour préparer finalement à l'Écosse nationale. Et ça fera une note globale qui permettra de valider le CCC qui sera remplacé par ces Écosses. Voilà. On ne pouvait pas, les étudiants de 4e année, pour tous ceux qui ont de l'expérience des Écosses, ne vont pas être très performants et ce serait vraiment pas logique que ces Écosses de 4e année où ils débutent leur apprentissage
pèse autant. Donc, la proportion 20, 30, 50 est une proposition qui nous paraît équilibrée et on verra des étudiants très performants aux ECOS au cours de la 6e année de façon à ce que leur validation soit aussi une validation sur le mode d'une évaluation continue et qui nous évitera de faire des sessions de rattrapage. Ça me permet de répondre à une question du chat. Quand est-ce que là, cette évaluation des écos facultaires démarrera-t-elle pour les étudiants de DEFASME 1? Eh bien, pour les étudiants qui vont rentrer en DEFASME 1 en septembre 2021. Et il y a une question, alors il y a deux notions là qui sont un petit peu perturbantes. La proportion des items, enfin des questions relevant des items de rang A et la note seuil, entre guillemets, de 16 sur 20. Est-ce que tu pourrais réexpliquer ça, s'il te plaît, Marc? Oui, oui, oui. Alors, l'épreuve complète sur les 2 jours, que ce soit les ECN nouvelles formules ou les EDN, vont être bouclées en 4 séances par rapport aux 5 séances d'aujourd'hui. Le nombre total de questions, quelle que soit la modalité dans laquelle on les regroupe, mini-DP ou KFC ou éventuellement TCS, devrait approcher les 300-320 questions sur les 2 jours d'examen. Sur ces 320 questions d'examen, on devrait tourner, pour l'instant c'est des évaluations qu'on a calculées au conseil scientifique, on devrait tourner autour de 55 à 65 questions de rang A, les autres étant des questions de rang B. C'est à peu près la proportion. Là, elle variera, je pense, un petit peu. On est en train de constituer un travail pour pouvoir avoir une plateforme qui nous permettra d'équilibrer les choses. Et ça devrait être une proportion, à peu près cette proportion-là, entre les A et les B, toutes les spécialités étant représentées, je vous l'ai dit. Et la deuxième question, Nanou, pardon, c'était… Sur la note… Ah oui, la note. La note. Alors là encore, la note, je vous ai dit, hein, un item de rang A, et là, il faudra bien comprendre qu'il y a les items de rang A, et puis il y a une modalité pour vérifier la réussite à un item de rang A. C'est-à-dire qu'il y a une docimologie de rang A pour des rangs A, et il y a la caractérisation en rang A d'un item. Et bien, quand on associe les deux, la seule manière, et ça la littérature est extrêmement claire là-dessus, la seule manière d'évaluer des items de rang A, c'est des QRU, c'est-à-dire des questions à réponse unique, pour lesquelles il n'y a pas d'ambiguïté sur l'acquisition ou pas d'un étudiant, c'est-à-dire c'est 0 ou 1. Donc, il y aura docimologie adaptée au rang A, c'est les QRU, ou les One Best. Et puis, il y a les items de rang A que les collèges ont classés avec la conférence des doyens et qui sont relatifs à une classification de thématiques. Et c'est cet ensemble-là, le double A, qui devrait peser à peu près 50%. Et logiquement, la littérature nous dit un rang A, ça doit être validé par une population à 16 sur 20 et au-delà. Alors, je pense que le jury va devoir, les premières années, s'adapter à l'exigence théorique, hein, par rapport à la foultitude des rangs A qui ont été émis, et on reviendra vers les collèges avec les performances des étudiants, cette fois sur le plan national, pouvoir rediscuter avec eux de ce que c'est qu'un rang A. Il y a une question, enfin, il y a des questions sur les parcours, enfin, sur le parcours, avec une remarque là sur les objectifs du parcours, sur la discrimination de ce parcours pour en tenir compte dans l'appariement. Globalement, alors, ce n'est pas quelque chose qu'on a anticipé encore, sur lequel on a fait des projections concernant le parcours. On s'attend finalement à ce que la très grande majorité des étudiants saturent le parcours assez facilement et que ça ne devrait, d'ailleurs, ce n'est pas le but, hein. On ne peut pas faire une course à l'échalote sur les éléments de parcours. Ce que l'on souhaite simplement, c'est valoriser un certain nombre d'actions et de mises en œuvre. Moi, je pense surtout dans les tutorats qui devraient conduire nos facultés à devenir des facultés apprenantes. Tous ceux qui ont débuté l'écriture des écosses par les étudiants sont enthousiasmés de leur performance et de leur qualité. Quand on est tuteur d'écosse ou tuteur de simulation, il faut que d'une certaine manière, on puisse prendre ça en compte dans les petits 10% qui vont pondérer le profil des réussites. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait des grandes différences. Les étudiants vont pouvoir
cumuler des expériences dès le premier cycle, ça va couvrir premier et deuxième cycle, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des grandes différences. Mais je ne peux pas vous donner plus d'informations là-dessus. On n'a pas encore fait de simulation là-dessus. Alors, je vais prendre la question de Chloé Oswald avant de prendre celle du chat. Chloé Oswald. Oui, bonjour, je suis étudiante référente R2C à l'Université de Rouen. Et du coup, j'avais une question sur les écos. Est-ce que vous pouvez réexpliquer le système qui fait que l'évaluation sera égale entre les stations? Oui, je pense avoir compris votre question. Dans les 11 domaines d'apprentissage qui vont être choisis par le conseil scientifique pour être appliqués sur les 10 stations, alors voilà, il se trouve qu'il y a 11 grands domaines parce que c'est comme ça qu'on les a regroupés. Il y aura forcément un domaine qui ne sera probablement pas exploré sur l'ensemble des épreuves des écos nationales. Vous êtes à Rouen et donc vous savez parfaitement qu'à mi-parcours, à la moitié de la matinée, je peux vous le dire parce que j'étais à Rouen il y a 10 jours, hein, donc j'ai bien vu comment ça s'est passé. Au bout de la moitié de la matinée, une partie des situations de départ qui servent aux stations sont connues des étudiants avant de rentrer et leurs notes sont meilleures. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable, même après l'avoir interdit, le téléphone portable, l'utilisation de l'ordinateur, tout ça, manifestement, il y a une communication entre les étudiants. Et donc, c'est quelque chose où on ne peut pas fonder une épreuve quelle qu'elle soit, sur une fuite et une communication des étudiants qui suivent par les étudiants qui y sont rentrés. Donc, le principe, c'est de dire, voilà, nous aurons des stations d'Écosse qui vont être construites par le conseil scientifique à partir de scénarios qui auront été joués à de nombreuses reprises dans des facs différentes avec une métrique. Et je vous invite à regarder ce que c'est que la métrique d'une station d'Écosse, c'est-à-dire l'ensemble des données en nombre d'étudiants, de discordance d'évaluation des évaluateurs, de choix de seuil d'efficacité en termes de performance. Tout ça est parfaitement décrit dans la littérature depuis une quinzaine d'années. Et donc, chaque scénario sera accroché à sa métrique, caractérisé par sa métrique. Et donc, le conseil scientifique choisira, dans chacun des domaines d'attendu d'apprentissage, plusieurs scénarios qui vont pouvoir être, dont on constatera qu'ils ont été d'égale efficacité à évaluer la performance des étudiants. Et que donc, dans une matinée sur une station qui va, je ne sais pas moi, par exemple dans la prévention, eh bien, il y aura plusieurs scénarios différents, de telle sorte que la communication qui soit faite entre les étudiants n'est pas un effet de discordance ou en tout cas d'iniquité parmi les étudiants qui passeront à la fin des matinées. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, merci beaucoup. Pour continuer sur les écos par rapport au chat, la note d'écos facultaire de 6e année pourra-t-elle être celle des écos nationaux? Pour moi, la réponse est non. Non. Puisque les écos facultaires là vont permettre de valider le certificat de compétences cliniques. Et à la question, est-ce qu'on pourra toujours faire, pour valider le certificat de compétences cliniques, une épreuve clinique sur le patient? Ça, la liberté des facultés est totale, mais il faudra au minimum que les écos valident ce certificat de compétences cliniques. Il y a une autre question sur le jury extérieur à la faculté. Les examinateurs, les 30% d'examinateurs extérieurs qui seront intra-région ou extra-région. C'est pas arbitré, on ne sait pas. C'est pas arbitré du tout pour l'instant. C'est mai 2024, hein, mais ce sera arbitré, ne vous inquiétez pas. Et je passe la parole à Vincent Audard qui voulait la poser une question sur le parcours. Oui, merci. Alors, je tenais à remercier notre jeune collègue qui a présenté. Je dois dire que je n'ai pas forcément tout suivi. Merci en tout cas pour me simplifier un peu la compréhension. Vous avez pris un exemple de néphrologie, donc j'ai été particulièrement attentif, mais il faudra peut-être nous réexpliquer ce que je dois avouer que j'ai peut-être lâché un petit peu à un moment.
moi, j'appelle quand même à la prudence et je profite qu'il y ait pas mal d'étudiants connectés. Et puis, le doyen Braun a un petit peu répondu, c'est que finalement, moi, si je comprends bien, c'est 10% de points. L'objectif, c'est que tous les étudiants assez rapidement puissent les atteindre. J'appelle à la prudence et pourtant, je fais une spécialité qui est très à la frontière avec la recherche translationnelle. Je ne faudrait pas que tous les étudiants se mettent à faire à courir après les masters. Je pense que c'est une très bonne chose, effectivement, qu'on ait pu, au sein de nos UFR, créer effectivement des parcours type école de l'INSERM, etc., etc. Pour les Master 1, Master 2, thèse de sciences, j'appelle quand même à la prudence. L'objectif, quand on est étudiant en médecine, ce n'est pas de faire une thèse de sciences avant même de savoir la spécialité qu'on veut faire. C'est quand même, pour beaucoup d'entre vous, la spécialité va être influencée par les terrains de stage. Moi, voilà, je ne savais pas que je voulais être néphrologue avant d'être passé en néphrologie. Et je pense que j'aurais quand même regretté d'avoir fait une thèse en neurosciences ou en orthopédie en devenant néphrologue. Donc, j'appelle quand même un petit peu, même si c'est des très belles spécialités. Donc, voilà, j'appelle quand même à la prudence. Il ne faudrait pas que ce soit un peu la course à l'échalote, ces fameux 10 points, et qu'on se retrouve dans une situation où tous nos étudiants veulent avoir un parcours valorisé, parce que 10%, c'est quand même 10%, c'est pas rien. Hein. À la fin, sur une note finale et sur la simulation que vous avez montrée, ça peut quand même changer un petit peu la donne. Donc, j'ose espérer qu'effectivement, ces 10 points de bonus, ils seront assez facilement atteints pour l'ensemble des étudiants et que finalement, pour la grande majorité d'entre eux, ils seront notés sur 90% de la note et ils auront quasiment tous les 10%. Voilà, c'était juste une petite remarque personnelle. Oui, on est tout à fait conscient et on fera tout pour. Voilà, je pense que pour répondre juste, la grille, elle a quand même été conçue pour justement ne pas valoriser que les expériences de recherche et de multiples expériences diversifiées pour que les étudiants puissent avoir ces points bonus sans forcément passer par la voie de la recherche si ça ne les intéresse pas. Le but, ce n'est pas de proposer aux étudiants des expériences qu'ils ne souhaitent pas faire, mais vraiment de valoriser ce qu'ils souhaitent faire pour colorer leur propre parcours. Il y a une question concernant la date début ou fin septembre des EDN, puisqu'il va y avoir un impact sur l'organisation des stages et l'enseignement. Oui, c'est une bonne question. Il est probable que l'on fasse plutôt les EDN et qu'on ait terminé avant la mi-septembre, puisque le jury devra délibérer et permettre également aux étudiants de choisir leur stage qui devrait commencer au 1er octobre, de façon à ce que leur profil de réussite leur soit connu et qu'ils puissent trouver la bonne manière de choisir leur stage. Alors, pour l'instant, la 6e année va être relativement libre. On va laisser les facs choisir des formules de stages longs, de stages moins longs. De toute façon, ce seront des stages à temps plein avec probablement une journée complémentaire pour faire des UE, l'UE des SHS dont on n'a pas parlé, qui est l'UE qui va un peu donner un peu de dimension et de distance par rapport à l'activité purement médicale du second cycle. On n'en a pas parlé, on vous en reparlera dans un deuxième temps. C'est clair qu'on aura tendance à faire les EDN assez tôt dans le mois de septembre pour laisser le temps d'abord de donner les résultats et ensuite de permettre aux étudiants un temps de réflexion pour que leur stage puisse démarrer au 1er octobre. Et c'est un peu l'idée de placer les EDN assez tôt dans le mois de septembre. Je passe la parole à Antoine Labbé, sauf si c'était une main qui n'a pas été là redescendue. Non, c'était une bonne main. Merci beaucoup de me passer la parole. En fait, plus qu'une question, c'est une thérapie de groupe que je souhaiterais. Et je remercie le professeur Braun de tout ce travail que vous avez effectué autour de cette réforme. Mais c'est vrai qu'en tant qu'acteur de terrain, c'est-à-dire organisant cette réforme au niveau du terrain, je vous fais remonter l'inquiétude de l'ensemble de mes collègues qui déjà avaient une charge de travail très importante en pédagogie. Je vous rappelle que contrairement au Canada ou à la Suisse, on a en termes d'encadrement pédagogique pas du tout le même nombre d'enseignants. Nos enseignants sont à la fois des cliniciens, des chercheurs et des enseignants. Et je suis très inquiet de la quantité de travail qui va leur être demandé. Donc, ça va être 4 écos dans chaque faculté en rythme de croisière, puisqu'il y aura l'écos national, plus 3 écos, 1 par an. Il y aura le renforcement des stages avec une évaluation qui va être de plus en plus individualisée des étudiants, notamment des formations qui vont devoir être de plus en plus individualisées, parce que pour former un étudiant au raisonnement clinique ou pour évaluer son raisonnement clinique, ça ne peut pas être fait dans des amphithéâtres.
Et donc, moi, effectivement, dans ma faculté, où le nombre d'enseignants investis dans la pédagogie doit se compter sur le nombre des deux doigts, du doigt d'une main, je suis très inquiet de cet ensemble de choses. Juste à titre d'exemple, mes enseignants sont en train de s'approprier CIDES, notamment l'utilisation. Et on le sait très bien qu'en pratique, ce n'est pas simple parce que nos enseignants ne sont pas que des mono-appartenants. Ils sont à la fois des cliniciens. Et donc, moi, je suis très inquiet. C'est une très belle réforme, mais parfois, certaines choses me paraissent hors sol. Je vous remercie. Oui, je pense que comme toutes les réformes, les premières années vont être imparfaites. La première année ne va pas être aussi bien qu'on l'aimerait, qu'il faut voir ça, je pense, sur une durée de 5 à 7 ans avant de, je pense, de pouvoir réfléchir à des inflexions significatives. Alors, je partage, parce que je le vis en tant que doyen, voilà, l'entraînement qu'il faut mettre à faire en sorte que les collègues aient un regard et une attention particulière pour les étudiants. Sauf que je pense que les enjeux, en particulier en termes de qualité d'étudiants rentrant dans le 3e cycle, sont majeurs, qu'il me semble justifié que nous fassions un effort vis-à-vis de nos étudiants et voilà, pour pouvoir accueillir un grand nombre d'étudiants et pour avoir des témoignages de facs très différentes. Il y a quand même un certain nombre d'étudiants pour lesquels les études ont perdu la totalité de leur sens. C'est-à-dire que le système actuel, qui a quand même conduit à une manifestation importante de la part de tous en 2016, était quand même l'illustration de quelque chose, et en particulier d'une très très grande difficulté des étudiants à trouver du sens dans leurs études de 2e cycle. Parce que quand vous y réfléchissez, vous avez les référentiels des collègues, le 2,40 m linéaire de petits livres orange, là, et puis un examen final. Et puis entre-temps, les équipes facultaires ont une implication assez variée dans la formation de leurs étudiants. Et je pense que cette nécessité qui était demandée par tout le monde, enseignants comme étudiants, de profondément modifier l'enseignement du 2e cycle aboutit à cette proposition. Alors, je partage vos difficultés à entraîner l'équipe, c'est vrai, je pense que les choses s'amélioreront progressivement. Je pense qu'il faut aussi qu'à un moment donné, la communauté française rejoigne juste le niveau minimum de ce qui se fait partout dans le monde en termes d'enseignement des étudiants, à évaluer leurs pratiques futures et à permettre à ce qu'ils rentrent dans un 3e cycle avec des bagages et un raisonnement qui soit beaucoup plus conséquent que ce qu'il le fait aujourd'hui. Il y a des exemples nombreux dans plein de spécialités pour dire que nous avons une marge d'amélioration significative. Et en ce qui concerne les Écosses, alors effectivement, mais là encore, c'est une question d'organisation. Les facs qui le font de manière régulière ont beaucoup de choses à nous apprendre en regardant comment ils font. Incorporer des étudiants dans le process de création des épreuves est certainement une manière, comme parmi d'autres, d'impliquer une intelligence collective relativement abondante et qui aide énormément aux étudiants eux-mêmes et puis aux facs à organiser des stations d'Écosse ou en tout cas à s'approprier la technique. Mais je conçois que les premières années vont être difficiles. Je vous remercie. J'aimerais juste ajouter un petit point qui est le corollaire qui va être très rapide. Pourquoi finalement la pédagogie nous inquiète beaucoup dans nos facultés, c'est qu'elle reste le parent pauvre de la nomination. Et on voit très bien quand on nomme des candidats, la pédagogie est un élément finalement très annexe dans les nominations. Et c'est dommage puisqu'on nous demande de plus en plus de pédagogie. Et je suis extrêmement favorable à ça parce que moi-même étant investi en pédagogie, c'est très important. Mais on voit bien que dans les nominations des futurs collègues qui vont devoir s'investir dans la pédagogie, on leur demande surtout des investissements en recherche plus qu'en pédagogie. C'est vrai, la balle est dans le camp des CNU très clairement. Et dans une étude récente extrêmement intéressante faite par Pierre-Yves Robert, que vous connaissez, puisqu'il est aussi ophtalmologiste, est très éclairante sur l'évolution des mentalités et sur les attendus des profils de réussite de candidats que l'on va nommer au poste d'MCPH
mais ça commence chez les assistants, chez les PHU, puis ensuite ça continue avec les MCUPH et ensuite les PUPH. Et là, la balle est très clairement dans le camp des CNU. Il y a un travail qui a été réalisé par le CNU Santé, c'est Marie-Christine Copin qui l'a piloté avec la conférence des doyens et notamment Pierre-Yves Robert pour remettre effectivement la pédagogie là au centre, enfin non, pour remettre la pédagogie, redonner de la valeur à la pédagogie dans le cadre là des nominations et des promotions des hospitalo-universitaires et ce travail va être présenté là prochainement dans le cadre des prochaines réunions des CNU, a été aussi discuté au niveau du groupe de travail ministériel sur l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires. Et là, à nouveau, tout le monde est conscient là, au niveau du CNU Santé, au niveau de la conférence des doyens, tout le monde est conscient du fait qu'il est absolument nécessaire de revaloriser toutes les actions en faveur de la pédagogie. Donc, ce sont là des travaux que l'on a en cours et on est absolument d'accord avec vous que ça va être porté là dans les prochaines semaines. Je passe là, il y a une demande là de confirmation de la proportion de questions de rang A parmi les 300 à 320 questions des EDN. Et je vous ai dit que ce n'était pas complètement… C'est les premières estimations du conseil scientifique sur lequel nous avons travaillé à plusieurs reprises cet hiver. Je reviendrai vers vous lorsqu'on aura équilibré avec… toute la justification possible, le nombre des rangs A et des rangs B sur l'épreuve d'environ 300-310 questions sur les 2 jours. Ça devrait tourner autour de cette proportion-là, mais je ne peux pas aujourd'hui m'engager à vous en dire plus. On viendra vers vous pour le justifier. Mais on a besoin de simulation pour ça. Il y a une question sur les patients simulés pour savoir s'il y aura plusieurs patients simulés pour la même station d'Écosse ou est-ce que c'est un même patient stimulé qui jouera les différents scénarios dans la matinée. Je pense que tout ça n'est pas encore arbitré et on va peut-être laisser un peu le temps au temps pour que ça se mette en place. C'est une bonne question dans la gestion des patients standardisés, hein. Vous avez raison, il y a la fatigue et la performance des patients standardisés, le nombre de scénarios différents que les patients standardisés sont capables de retenir et d'être efficaces vis-à-vis de l'étudiant. C'est vrai, c'est pour ça qu'on utilisera de manière modérée mais nécessaire lorsqu'il s'agira d'utiliser les patients standardisés. Vous avez raison, c'est une bonne question sur laquelle il faudra qu'on travaille. Je passe la parole à Bruno Moulin qui n'arrive pas à lever la main. Et voilà, j'ai besoin un peu de pédagogie. Merci Nanou. Nanou, j'aimerais bien revenir donc sur ce qui vient d'être dit par mes collègues parisiens donc, sur les difficultés de la mise en place. Alors d'abord, je reconnais l'énorme travail qui a été réalisé dans la réflexion sur cette réforme et puis la réflexion sur notamment la docimologie qui est naturellement très utile. Donc, je suis vice-doyen pour la formation et les enseignements à Strasbourg et à ce titre en charge de la mise en place de la R2C dans ma faculté. Et donc, j'ai des réunions fréquentes avec les coordinateurs et avec les élus étudiants. Et donc, je voudrais revenir quand même sur le point qui a été souligné également par Vincent Audard, que beaucoup d'enseignants, et même si on fait des rappels réguliers, des informations régulières, sont encore très loin quand même de l'appropriation de tous ces outils docimologiques. Le deuxième point que j'ai découvert quand même plus récemment, c'est que en fait, maintenant, quand on interroge des élus étudiants, en fait, il y a deux années très différentes. Il y a les DFSM1 actuels, qui sont ce que les étudiants appellent l'année jackpot, parce qu'ils auront droit à la 6e année pour continuer à préparer le DN avec le nouveau programme, sans les items de rang A et rang B exigés. Et puis les DFGSM 3, donc les 3e années, qui eux s'avèrent être très inquiets. En fait, c'est la base des étudiants, donc ils sont un petit peu décalés finalement de la réflexion de la MNEF.
et les élus étudiants de troisième année commencent à exprimer le retour d'une inquiétude majeure de cette promotion qui ne s'appelle plus l'année jackpot, mais l'année crash test pour eux. Donc, je pense qu'il y a un problème d'une part de communication, et puis également, je pense que finalement, quand Marc, tu dis oui, on a 5 à 7 ans pour que cette réforme puisse être évaluée, en fait, nous, non, il faut que dès la première année, ça soit opérationnel pour les étudiants. On ne pourra pas se louper non plus en 2024 quand on aura la première promotion qui aura le droit à la mise en place complète de la R2C. Donc, c'est quand même compliqué. Et donc, je voudrais quand même pointer qu'il y a vraiment une inquiétude de la base, des étudiants, mais également des enseignants vis-à-vis de la complexité de la réforme. Moi, quand j'essaye d'expliquer un petit peu le matching tel qu'il nous a été présenté tout à l'heure, mais les gens partent en courant. Donc, il va falloir quand même faire un peu de pédagogie ou revoir un peu les choses. Et la dernière chose sur laquelle je voulais revenir aussi, c'est le problème de la date de l'EDN. Donc, j'ai bien entendu que vous vous orientiez plutôt vers la première quinzaine de septembre. Donc là encore, beaucoup d'inquiétudes des étudiants. Moi, j'ai réuni toute ma commission des enseignements hier pour essayer d'organiser une nouvelle organisation des stages et des modules d'enseignement pour le deuxième cycle, qui va devoir être délivré en 18 mois. Donc les étudiants vont apprendre en 18 mois tout leur programme, alors qu'actuellement, ils avaient 3 ans. Et donc, le problème qui se pose, c'est que les étudiants trouvent que c'est très court d'avoir l'EDN début septembre parce que finalement, ça va leur donner plus que 2 mois de révision entre la fin des examens et puis le début et puis l'organisation de l'EDN. Et je pense qu'il faut être vigilant là-dessus parce qu'ils vont être soumis à une pression énorme sur les 2 mois qui vont suivre la fin de la 5e année. Et pour des raisons également organisationnelles au niveau des facultés, nos facultés, notre administration, elle a supporté la R1C, la R3C et la R2C. Et je pense qu'il faut aussi tenir compte de la base, donc la base de l'administration qui a du mal à suivre. Et donc, tout le monde hier à la commission m'a dit, si au moins l'EDN était la deuxième quinzaine de septembre, ça allégerait quand même le poids organisationnel. Je pense qu'il faut quand même entendre un peu ce que disent, moi j'échange avec beaucoup de collègues qui sont également responsables comme moi de la commission des enseignements de leur faculté. Et je crois qu'il faut entendre ce type de retour pour ne pas trop mettre de pression à tout le monde dans une période où on a vécu, je ne parle même pas du Covid comme excuse, mais tout le reste, la mise en place de la R1C et de la R3C qui a été quand même très lourde ces dernières années. Oui, Bruno, je vous entends et enfin, si vous croyez qu'à Nancy, tout va bien et que personne n'est inquiet, je pense que je mentirais et ce n'est pas la réalité. Plusieurs réponses. D'abord, en ce qui concerne la première quinzaine, c'était une option. Moi, je ne suis pas du tout, enfin, on n'a rien arrêté là-dessus sur la date exacte des EDN en septembre. S'il faut qu'on décale le stage d'une quinzaine de jours et qui commence comme mi-octobre ou du 1er octobre, il n'y a aucun problème à ça. Et si ça soulage les scolarités, il n'y aura aucun souci là-dessus, de façon à ce que ça réduise la pression d'organisation des scolarités qui finissent leurs vacances fin août et qui doivent être opérationnelles rapidement. Donc ça, aucun problème, ça ne posera aucune difficulté. Maintenant, en ce qui revient, et j'ai lu en travers un certain nombre de questions, en particulier celle de Fleur Cohen, sur les 2 années, enfin la demande explicite de faire en sorte que la 6e année ne soit pas une année soit une année comme elle se pratique aujourd'hui, est une demande unanime des étudiants, plusieurs générations successives. Donc à un moment donné, lorsqu'il a fallu imaginer que la 6e année soit pré-professionnalisante et qu'elle puisse aboutir à ce qu'on ait une 6e année qui soit avec un peu plus de quiétude, sur lequel on peut permettre aux étudiants de vraiment se concentrer à temps plein dans un certain nombre de services pour conforter ou infirmer un certain nombre de leurs profils de réussite, de façon à ce qu'ils puissent, de manière un peu sereine, assurer finalement la validation d'un module de sciences humaines, d'organisation de la santé, de prendre un peu de recul. Il fallait à un moment donné que l'on tranche et que on ne fasse pas en sorte que cette 6e année
soit violentée comme elle est aujourd'hui par des ECN qui détruisent, il faut le dire, hein, actuellement la 6e année dans toutes nos facultés. En termes d'assiduité en stage, en termes d'apprentissage, ils sont focus sur leurs études. Alors, c'est vrai, on anticipe une évaluation de connaissances contextualisées au début de l'année, de la 6e année, mais la condition à ça, c'est qu'il y ait effectivement une réduction significative du contenu des connaissances qui sont exigibles. On ne peut pas imaginer le programme d'aujourd'hui rétréci de 18 mois, de 3 ans à 18 mois. Donc, le deal enfin, globalement, on sait très bien que c'est difficile, que c'est douloureux pour des enseignants de ne pas exiger le maximum de connaissances de leur spécialité, sauf que vous êtes 44 à vouloir le faire. Et donc, c'est juste impossible de demander des mêmes niveaux de connaissances. Bon, il faut bien reconnaître, et ça, je vous le redis, voilà, parce que je le pense sérieusement, la lecture d'un certain nombre de référentiels fait apparaître des exigences de connaissances qui ne sont pas celles d'un étudiant attendu en 2e cycle. Je voudrais donner très rapidement la parole, parce qu'on n'a plus que 4 minutes, à Marie-Laure Charcalu qui l'a demandé, mais vraiment brièvement. Donnez la parole aux étudiants parce que c'est important. Je voudrais juste vous donner les prochaines dates pour qu'on soit bien d'accord. 1er mars, de 17h30 à 19h et le 17 mars, de 17h30 à 19h. Ce sont les 2 prochaines réunions pour les référents R2C, je répète, 1er mars et 17 mars, de 17h30 à 19h. Donc, très rapidement, la parole à Marie-Laure Charcaluc. Merci. Soit j'ai fait une fausse manœuvre, soit je ne suis pas sûre d'avoir forcément demandé la parole, mais j'ai renchéri sur la question de Vincent qui disait que les doubles rangs A qui ont été évoqués restaient pour moi un mystère. Le double A. Alors, le premier, c'est pas comme une andouillette, hein, il n'y a que 2 A. Donc, le premier A, c'est la classification en rang A d'un item de connaissance. Ça, c'est le premier A. Et puis, la manière d'évaluer un rang A, forcément, a sa docimologie propre. C'est-à-dire que pour vérifier une connaissance fondamentale de rang A dans n'importe quel cursus de formation, ça passe par une modalité, un format docimologique qui ne peut être que la question à réponse unique ou à la question one best, c'est-à-dire meilleure réponse possible, c'est-à-dire des vérifications de l'acquisition franche de connaissances de base d'un étudiant de 2e cycle. Et que donc, il faut y rajouter la docimologie adaptée. Est-ce que c'est plus clair? Jeanne Dupont-de Guignes. Merci Madame Femme de me donner la parole, puisque effectivement, je pense que je suis peut-être la mieux placée, même s'il y a beaucoup de référents étudiants, pour parler des étudiants, effectivement, de quelque chose qui est porté depuis des années par la NEMF, qui est effectivement de placer un examen de connaissances en début de 6e année, puisque la DFASM 3 est aujourd'hui dans beaucoup de facultés uniquement dédiées au bachotage de connaissances, puisque la majeure partie des facultés finissent leurs UE en début de 6e année, voire même en fin de 5e année, et que finalement on se retrouve avec des étudiants qui ont validé toutes leurs UE et qui passent leur 6e année simplement à bachoter. Ce qui fait profondément perdre du sens à nos études. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que les étudiants recherchent avant tout, et c'est peut-être ce qui améliorera le plus leur santé mentale et leur volonté de s'orienter dans les études de médecine. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par le professeur Marc Braun sur la réduction des connaissances. Aujourd'hui, effectivement, quand on voit des référentiels de connaissances qui ne sont pas réduits, eh bien, effectivement, on peut comprendre l'inquiétude des étudiants, et c'est la raison pour laquelle les enseignants ont à mon sens un rôle primordial à jouer pour apprendre à apprendre aux étudiants et les aider à s'approprier les outils, les différents outils qui sont mis à leur disposition, tels que le tableur de hiérarchisation, tels que le programme de connaissances et tels que demain le LISA. Et je pense que là, il y a un rôle prioritaire au niveau des facultés. Certaines facultés y arrivent, et je pense que les étudiants n'attendent que ça. Bien, écoutez, je vous remercie de tous ces échanges
très intéressant et je crois qu'il faut maintenir absolument ce lien entre enseignants et étudiants pour pouvoir mettre en place cette réforme qui est vraiment importante. Cet enregistrement sera mis à disposition au niveau du site de la conférence des doyens. Je vous rappelle que les prochaines réunions auront lieu le 1er mars et le 17 mars. Et le 1er mars seront là. On vous donnera là tous les outils numériques qui seront mis à disposition pour cette réforme. Ça sera une présentation qui sera importante pour à nouveau que vous puissiez vous l'expliquer au niveau de chaque UFR de médecine et de santé. Et là, à nouveau, pour terminer en 2 mots, Marc, Sébastien et Pascal. Oui, merci pour vos questions. Elles sont très précieuses pour nous. On va les reprendre, tous ceux qui ne se sont pas exprimés oralement et par écrit. On est en train d'enregistrer l'ensemble de la discussion. On les mettra dans le FAQ. N'hésitez pas à nous faire remonter les éventuelles difficultés, à exprimer vos questions sur le forum de l'UNES, de façon à ce qu'on améliore cette interface avec vous et que l'on arrive à standardiser un certain nombre de questions qui seront proches les unes des autres et qui permettront aux uns et aux autres de transmettre l'information. Et je vous invite déjà à réfléchir dans les différentes facs à vos options d'offres d'apprentissage pour nos étudiants. Et vous avez bien compris que nous avons changé de paradigme. Ce n'est plus un paradigme centré sur l'enseignement, mais qui est centré sur l'apprentissage effectif de l'étudiant. Et ceci est quelque chose qui est très étranger à notre manière de faire depuis très longtemps. Et ça nécessite effectivement, comme dit Bruno Moulin, de la pédagogie et de la réexplication. Mais ça nécessite aussi du temps alloué aux étudiants. Et c'est ce qu'ils demandent de façon à être de bons professionnels rentrant dans le 3e cycle. Merci à vous pour votre présence, en espérant en tout cas qu'on a pu répondre à vos questions. Et si ce n'est pas le cas, voilà, n'hésitez pas à utiliser l'outil de la FAQ pour qu'on puisse y répondre lors des prochaines réunions et puis également par écrit pour éventuellement que ce soit plus clair de votre côté. Merci beaucoup pour votre engagement. Pascal ? Rien à ajouter, c'est une bonne première partie. On a encore plein de questions à travailler, mais c'était effectivement un bel échange. C'est très bonne journée à vous. Donc, on répondra aux questions que j'ai dû laisser sur les TCS, notamment lors de la prochaine séance. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.